Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Gabrielle. Et moi, c'est Sophia. Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on décrypte une transformation immense et pourtant quasi silencieuse. La naissance de ce qu'on appelle l'Université européenne. Oui, un projet absolument colossal qui est en train de redessiner l'avenir de l'enseignement supérieur sur tout le continent. Et en fait, tout est parti de cette question, posée il y a quelques années. Une question qui n'était pas juste une figure de style, hein. Non, elle a vraiment sonné comme le point de départ d'une véritable refonte géopolitique du savoir en Europe. Ça a pris une dimension très officielle en 2017, pendant le fameux discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne. C'est vraiment ce discours qui a lancé la machine. Mais aujourd'hui, on le voit bien, ce rêve de campus transnationaux, il se heurte à un mur de réalité beaucoup plus complexe. D'accord, mais alors pourquoi une telle urgence? Qu'est-ce qui a vraiment motivé cette course pour créer des champions académiques européens? Alors pour comprendre, il faut vraiment dépasser la vision un peu romantique d'Erasmus. Le véritable moteur, ce n'est pas la fraternité étudiante, non. C'est un constat très froid de déclassement stratégique. La vraie motivation, c'est l'hantise du classement de Shanghai. Les chiffres, pour le coup, sont clairs. L'Europe, c'est vrai, est une superpuissance en volume de recherche, mais elle est complètement fragmentée. Nos universités peinent à se placer dans le top 20 mondial, qui est dominé par les géants américains, britanniques et, de plus en plus, on le voit, chinois. Et cette fragmentation, elle nous empêche d'atteindre la fameuse masse critique pour pouvoir rivaliser au plus haut niveau. Et le point crucial, c'est que ça va bien au-delà de la simple gloire académique. C'est une question de souveraineté économique et culturelle. Les alliances universitaires sont directement alignées sur les grandes priorités industrielles et démocratiques de l'Union. En fait, il s'agit de former la main-d'œuvre et les citoyens qui vont construire l'Europe de demain. Bon, le pourquoi est donc clair. Mais concrètement, ça ressemble à quoi une université européenne? Est-ce qu'on est en train de construire de nouveaux campus? Non, et ça, c'est vraiment le point fondamental. On ne parle pas de nouvelles universités en briques et en mortier. Il s'agit de réseaux, on parle d'archipels, d'établissements qui existent déjà. L'idée est simple, quand un étudiant choisit une école, en réalité, il choisit la puissance de toute son alliance. Chaque archipel développe sa propre identité stratégique. On peut distinguer plusieurs modèles. Il y a les élites technologiques, comme Eurotech, qui visent un campus intégré sur le modèle du MIT, ou alors des alliances comme Civica, qui fédèrent les grandes écoles de sciences sociales pour former les décideurs publics de demain. L'objectif final, il est ambitieux. C'est un diplôme européen unique, reconnu partout. Mais la réalité, elle, est plus nuancée. Pour l'instant, le projet se concentre sur un label européen, une sorte de saut de qualité qu'on viendrait apposer sur les diplômes nationaux qui existent déjà. Cette vision d'un diplôme unique s'est heurtée à un véritable labyrinthe d'obstacles. La réalité bureaucratique et les souverainetés nationales freinent considérablement le projet. Et tenez-vous bien, les alliances universitaires elles-mêmes ont identifié plus de 50 barrières administratives et réglementaires majeures. Rien que ce chiffre, ça donne une idée de l'ampleur du défi. Et derrière ce chiffre, il y a des problèmes très concrets. Imaginez, pour lancer un master entre 3 pays, il faut l'accord de 3 agences d'évaluation différentes. Comment on harmonise les cours quand l'année commence en septembre en France et en octobre en Allemagne? Ou comment on gère les frais de scolarité, qui sont quasi gratuits en Scandinavie mais élevés ailleurs? C'est un véritable casse-tête. Face à cette complexité, la Commission européenne avance prudemment. La route est longue. Après des phases de test en 2024 et une finalisation des critères en 2026, un véritable diplôme intégré n'est pas vraiment envisageable avant l'horizon 2030. La vision à long terme est donc complexe. Mais revenons au concret. Pour un lycéen qui prépare son avenir aujourd'hui, qu'est-ce que tout cela change? Pour l'étudiant d'aujourd'hui, c'est une opportunité concrète pour hacker son parcours. La stratégie est simple. D'abord, il faut cibler non plus une école, mais la puissance de son alliance. Ensuite, le valoriser dans sa lettre de motivation, c'est un argument de poids. Et enfin, se préparer, l'anglais n'est plus une option, c'est la langue de travail non négociable. Ça pose une question classique pour les élèves français. La prépa traditionnelle ou un bachelor international? La prépa reste la voie royale pour la théorie, mais c'est un parcours très franco-français pendant 2 ans. Le bachelor international, lui, offre une immersion immédiate. Le point de vigilance absolu, s'assurer que le diplôme a bien le grade de licence reconnu par l'État. Et il y a une astuce vraiment maligne qui ressort de cette analyse. Il ne faut pas négliger les licences universitaires. Un cursus comme celui de Parian, qui est membre de l'alliance Una Europa, offre pour des frais d'inscription dérisoires un parcours en anglais, des certificats européens et une mobilité facilitée. C'est un rapport qualité-prix qui est absolument imbattable. Allez, projetons-nous. Avec ces ambitions et ces obstacles, quel avenir se dessine pour 2030? En gros, 3 scénarios sont possibles. Le premier scénario, le plus optimiste, c'est celui de l'université Airbus.
Une réussite fédérale où les alliances deviennent des entités autonomes qui délivrent de vrais diplômes européens. Mais soyons clairs, face aux résistances nationales, la probabilité est faible. Le deuxième scénario, et c'est le plus probable, c'est celui de l'université Michelin. Ici, le label européen devient un standard d'excellence, une sorte de guide des meilleures formations. Sa probabilité est élevée, c'est vraiment la trajectoire la plus réaliste aujourd'hui. Et enfin, le scénario pessimiste, celui de l'université Potemkin. Faute de financement durable, les alliances se vident de leur substance et redeviennent de simples structures administratives. Une probabilité moyenne qui dépendra beaucoup des futures crises budgétaires de l'Union. Mais quelle que soit l'issue, une chose est certaine. Pour la génération actuelle, cette transformation, même si elle est imparfaite, c'est une chance inouïe. C'est celle de ne plus être prisonnier d'un seul système national et de pouvoir devenir l'architecte de son propre parcours européen. La question finale reste donc entière. Cet archipel académique est-il une simple chimère bureaucratique ou le véritable laboratoire où s'invente notre avenir commun ? Voilà, la question est posée. Merci de nous avoir écoutés sur Confluence. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour un nouveau décryptage.